7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien sous-officier instructeur parachutiste, ancien agent du service Action de la DGSE. Vous avez ensuite rejoint la sécurité privée en 2005. Vous avez même publié un livre qui a fait scandale à l'époque, Service Action, un agent sort de l'ombre. Et plus récemment, vous êtes l'auteur de Pris en otage, un agent du service Action raconte, paru aux éditions Mareuil en octobre 2022. Pierre Martinet, avant de vous interroger sur ce dernier livre, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à écrire, à raconter, à alerter ? Alors surtout dans un pays comme la France où c'est pas une habitude des anciens des forces spéciales ou des anciens des services d'écrire, de raconter, surtout ceux qui étaient en bas de l'échelle, c'est-à-dire agents de terrain, agents d'enseignement terrain. Donc c'est surtout pour transmettre. Depuis 2005 où effectivement j'en ai fait 6, notamment 3 romans et 3 bios avec le dernier donc Pris en otage avec Marc Jugnat et ça marche pas mal parce que justement, avec l'actualité, je reviens sur comment on peut réagir quand on est pris en otage, justement. Justement, on va en parler. Oui. Alors, je m'adresse évidemment à l'ancien agent de la DGSE. Aujourd'hui, comme hier, la France se trouve en alerte attentat maximal. Oui. L'actualité internationale n'arrange rien. On le voit avec le conflit israélo-palestinien qui a conduit des ressortissants de pays musulmans à commettre des attaques sur notre territoire. Pierre Martinet, comment analysez-vous cette situation, cette époque ? Sommes-nous plus en danger aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans ? Alors, sur le plan du terrorisme, donc sur le plan de l'acte violent mené par des gens qui adhèrent au projet islamiste, effectivement, ça a augmenté. On a atteint, on va dire, je pense qu'on a atteint le paroxysme avec le 13 novembre, Charlie Hebdo, je crois que ça va bientôt être l'anniversaire, le 7 janvier, et le 13 novembre. Alors, oui, on est toujours en urgence attentat, c'est quand même triste et lamentable d'être toujours en urgence attentat. Et malheureusement, on s'est adapté à cette nouvelle menace d'attentat. On est capable de les déjouer si c'est de grande envergure, si c'est des attentats préparés. En revanche, on est toujours incapable de prévenir quelqu'un qui va se sortir de chez lui avec son couteau de cuisine et qui a adhéré au projet islamiste et qui va au nom d'Allah, comme ils le font à chaque fois, de tuer des gens dans la rue ou des policiers, parce que les policiers sont des cibles symboliques de la France. Donc non, c'est assez compliqué. Après, depuis le 7 octobre, puisque vous avez parlé du 7 octobre, on a une réelle photographie et une réelle situation de la menace islamiste en Europe, et notamment en France. On a vu avec les nombreuses manifestations. Mais c'est assez impressionnant parce que je viens de vivre 5 ans à Londres et j'ai vu ce pays basculer dans l'islamisme. Et aujourd'hui, Londres est vraiment imprégné par cette idéologie mortifère. Et depuis le 7 octobre, on peut pas dire on ne sait pas, on peut pas dire qu'il n'y a pas le nombre en Europe et notamment en France, surtout en Europe. L'Europe est totalement gangrénée par cette idéologie-là. Et sous prétexte de défendre les Palestiniens, ils sont descendus en fait pour soutenir les actions du Hamas qui sont saluées dans beaucoup de pays musulmans et notamment en Europe. Ouais. Et vous direz qu'aujourd'hui, on est plus en insécurité qu'il y a peut-être à l'époque où vous étiez agent de la DGSE ? Alors, en insécurité, oui, parce que vous avez vu, il n'y a pas uniquement des attentats islamistes. Il y a aussi on peut parler de la délinquance. La délinquance et notamment, là, hier, on en parlait encore sur un plateau de télévision, le nombre d'OQTF qui s'attaquent à des filles, à des personnes âgées, à des personnes handicapées. Ça a eu de cesse d'augmenter de ces dernières années, même si les gouvernements n'ont de cesse également de nous rassurer sur les chiffres, parce que des chiffres, on en voit tous les jours, et les chiffres, on sait très bien qu'on peut en faire ce que l'on veut des chiffres. Donc ça veut dire que l'insécurité est permanente. Aujourd'hui, l'insécurité est grandissante et il y a effectivement, certains osent le dire, une réelle, comment dirais-je, mise en parallèle entre l'augmentation importante de l'immigration clandestine et
et la violence. Ouais. Alors, il y a le terrorisme, il y a aussi l'insécurité. On en parle de façon générale qui s'apparente de plus en plus régulièrement à une forme de petit terrorisme. On l'a vu à Crépol, par exemple. Je voudrais vous faire réagir à cette évolution de la violence dite banale devenue criminelle. L'État est-il trop laxiste avec la petite délinquance qui désormais se croit tout permis, y compris tuer ? Et vous, avec votre expérience, avez-vous le sentiment que la France est politiquement suffisamment armée pour répondre à cette violence ? Alors, je pense que si on n'a pas compris aujourd'hui, en 2024, qu'il est temps de prendre un virage à 180 degrés sécuritaire et judiciaire, on va aller, je pense, crescendo dans la montée de la violence. Et effectivement, il y a aujourd'hui, au-delà de la violence quotidienne qu'on peut connaître depuis de nombreuses années, la France a toujours été un pays, comme tous les pays dans le monde, ont toujours été un pays où il y avait de la délinquance, il y a des hold-up, il y a des gangsters, il y a des policiers, etc., etc. Cependant, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une partie de notre pays qui est contre l'institution, mais de façon viscérale. Et on a l'impression que dans certaines, pour revenir, vous parliez de Crépol, pour revenir à ce genre d'événements, il y a quand même en France, ça serait quand même dangereux et irresponsable de ne pas le reconnaître, qu'il y a une partie de la population française, de nationalité française ou pas, qui n'a de cesse de vouloir nous faire payer quelque chose. Et ça, je pense que les gouvernements le savent. Il y a des renseignements territoriaux, les renseignements intérieurs, les renseignements extérieurs, tout le monde le sait. Et je pense qu'ils sont en train de petit à petit de se faire dépasser par ces événements-là. Et il est vraiment temps de durcir la législation sur ce genre de phénomène et surtout de reconnaître qu'il y a aujourd'hui, comme disait feu Gérard Collomb, qu'il y a deux France qui commencent à se faire, qui commencent à être face à face. Ouais. Alors, vous avez publié un livre fort sur votre expérience en tant qu'otage. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé et comment vous l'avez vécu pendant, après Alors effectivement, j'ai été otage en 2011 pendant le printemps arabe, pendant la révolution libyenne plus exactement, et je faisais partie d'une société de sécurité privée. Et cette société-là on avait reçu pour mission, mandaté par un client américain, de démontrer que derrière la révolution libyenne, il y avait la volonté d'instaurer un État islamique. Ou d'instaurer la charia. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait. La première chose qu'a fait le gouvernement national de transition quand ils avaient les pleins pouvoirs, entre guillemets, c'est de rétablir la charia. Donc, concrètement, derrière toutes les révolutions arabes de 2011, il y avait la volonté d'instaurer un État islamique. Donc derrière certains États qui dits autoritaires, dictateurs, il y avait la volonté d'instaurer un État islamique. Donc je suis allé là-bas avec deux autres de mes camarades, de façon à officiellement proposer nos services au Conseil national de transition pour faire de la formation militaire, mais parallèlement je faisais du renseignement de façon à démontrer que derrière il y avait les islamistes qui étaient au pouvoir. Merci beaucoup. Et donc ça a duré quelques semaines et ensuite nous avons été un soir le 11 mai 2011 exactement, nous avons été enlevés par une Katiba islamiste. C'est un groupe islamiste qui avait à cette période-là, parce qu'ils soupçonnaient que nous étions des espions de Kadhafi. Donc on a passé le premier soir, ils nous ont arrêtés, violemment, bien évidemment. Ils ont tué Pierre Marzelli qui était à mes côtés. Et ensuite, s'en est suivi 2 semaines de captivité assez violente, même très violente, intense, avec des tortures et des simulacres d'exécution. Et entre parenthèses, ces groupes-là à cette période-là, étaient aidés par l'Union européenne, étaient aidés par la France. Il y avait des militaires français qui étaient sur place, il y avait mon ancien service qui était sur place, on leur a livré de l'armement. Ah oui. Bien sûr, c'est la grande ambiguïté de l'Occident avec cette mouvance-là, c'est que à la fois on veut la combattre, mais à la fois on l'aide. Donc c'est toujours pareil, on est toujours à cloche-pied avec eux, on n'est jamais clair avec cette mouvance-là. Et c'était la période de Sarkozy, le Qatar qui est derrière, certains pays du Maghreb et du Golfe sont bien évidemment
très impliqué dans le projet islamiste et de la montée de l'islam radical en Europe. Donc voilà. Donc après, ça s'est passé... ça a été assez long. Ça a été long parce qu'on ne savait pas si on allait être libéré. Et surtout quand chaque matin, chaque jour, ils me disaient qu'ils allaient me tuer, puisqu'ils avaient tué le chef du groupe de la société, et moi j'étais le numéro 2, donc ils voulaient me tuer. Et donc cette période-là, elle a été très très compliquée, et je suis un peu replongé dedans depuis le 7 octobre, parce que j'interviens souvent, notamment pour essayer d'expliquer ce qu'on peut ressentir quand on est aux mains de ce genre de personnage, et même si c'est différent, hein, bien évidemment, et puis chaque personne va réagir différemment. Moi, j'étais un ancien militaire, 20 ans dans l'armée. J'avais un parcours opérationnel assez important. Notamment, j'étais instructeur commando, avec tout ce que ça représente comme stage, comme mise à l'épreuve, etc., etc. Donc, ça m'a permis de tenir. Ça m'a permis de me confronter entre guillemets à mes geôliers. Mais il y a les trois autres ont eu beaucoup de mal après, parce que ils n'étaient pas forcément, ils étaient pas militaires, ils étaient civils sans expérience et sans formation. Ouais. Bah, j'invite évidemment tous nos auditeurs à se procurer votre livre Pris en otage, un agent de service action raconte, paru aux éditions Mareuil. Aujourd'hui, Pierre Martinet, alors j'aurais aimé qu'on ait beaucoup plus de temps. Je reviendrai. Oui, s'il vous plaît. Quels sont vos projets professionnels, vos projets d'écriture ? Alors, donc ce livre est toujours en vente. Hein, il est sorti il y a un an. J'ai une société. J'ai vécu 5 ans à Londres, donc j'ai une société militaire privée qui s'appelle Wincorp Security Defense. Ouais. Que je continue à développer, et j'ai surtout depuis de nombreuses années, je travaillais, quand j'étais au service action, je travaillais essentiellement sur les réseaux islamistes, hein, et notamment pour monter des dossiers actions sur des représentants ou des financiers ou des artificiers. Et depuis ma retraite, entre guillemets, j'ai eu de cesse de travailler sur le projet islamiste, et aujourd'hui j'ai un autre projet de livre qui va apporter au-delà des constats, parce que les constats sur le projet islamiste en Europe, en France, sont faits, les constats sont faits, mais peu de solutions sont apportées, et surtout les gouvernements successifs n'ont pas le courage de s'attaquer réellement à ce qui est la matrice, le carburant de tous ces groupes islamistes armés, et de tous ceux qui commettent des attentats, c'est-à-dire l'idéologie. Ouais. On s'attaque au financement, on s'attaque aux groupes islamistes armés à l'extérieur, hein, Al-Qaïda, Daesh, Co, il y en a tellement. Mais on refuse de mettre les moyens pour stopper l'idéologie islamiste. Donc je viens de créer un cercle de réflexion, de propositions qui s'appelle Hermès, de façon à essayer de porter un message à nos gouvernants pour que au moins il y ait des écrits sur ce qu'on peut faire pour stopper le projet islamiste, et de s'attaquer enfin à l'idéologie qui alimente ce projet mortifère, c'est-à-dire la volonté d'instaurer une charia globale en Occident, et notamment en Europe, qui est le ventre mou de l'Occident. Donc ça, c'est un réel travail. Je l'ai créé il y a très peu de temps. On va faire notre première réunion courant février, et on va essayer d'apporter des solutions, comment dirais-je, concrètes, effectuelles à notre gouvernement. Vous espérez peser au sein du gouvernement, en tout cas dans le débat. J'espère peser. Alors peut-être. J'ai pas la prétention de peser sur un gouvernement, bien évidemment. En revanche, grâce aux médias, grâce à la publicité, et grâce à ce qu'on va faire à nos réunions et à ce qu'on va écrire, et aujourd'hui les réseaux sociaux sont un réel vecteur d'influence, eh bien on va essayer de au moins écrire des premières mesures. La première mesure, c'est de reconnaître qu'il y a un projet islamiste qui a débuté en 1928 avec la naissance des frères musulmans, et qu'aujourd'hui il est très avancé, et depuis le 7 octobre on le voit encore plus. Oui. Et donc il est temps de remettre ce religieux dans la sphère du privé, et de s'attaquer enfin et de stopper enfin leurs revendications religieuses du quotidien. Merci beaucoup, Pierre Martinet. Je rappelle que vous êtes un ancien agent du service action de la DGSE, auteur d'un livre intitulé Pris en otage, un agent du service action raconte, paru aux éditions Mareuil. À très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci, au revoir.